idées. Alors, de fait, aujourd'hui, c'est... On voit très bien que c'est ça devient un bel objet d'étude. On voit très bien aussi les prolongements que vous envisagez. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que à l'origine de cette recherche, c'est votre étonnement et votre entrée en résistance. Finalement, vous entrez en résistance contre, bien sûr, le phénomène lui-même, mais aussi contre le monde académique qui n'a pas bougé. Est-ce que il y a quand même cette dimension qui est réelle? Je suis très favorable à une lecture générationnelle. En tout cas, et je suis très proche à ce que disait Marouane de ce point de vue. Moi, je pense que c'est pas pour dire mal des seniors, c'est pas ça. Mais c'est clair que il y a deux choses au même moment. Dans le premier temps, on était dans un moment de notre vie où certaines choses étaient très importantes, même car c'était, entre guillemets, les premiers grands... Pas vraiment les premiers dans notre vie. On a toujours suivi des événements culturels, intellectuels et politiques, mais en tout cas, c'est une phase où, quand il arrive quelque chose, c'est encore une phase intellectuelle où on ne dit pas « ouais, bien sûr, c'est toujours le même, on a déjà vu ça », que selon moi, c'est une des questions qui tue un peu la recherche. On a toujours vu ça, ouais, donc on continue de l'étudier. Mais je sais que souvent, entre les sociologues, le fait que, voilà, mais ça c'est une vieille histoire, on l'a déjà vu, bon, on l'a déjà compris, ça bloque la possibilité de faire de la recherche empirique avec le présupposé que la continuité, c'est une continuité totale qui ne mérite pas d'être explorée. Donc, première chose, je pense qu'il y a un effet générationnel. Deuxième chose, je pense que, par exemple, moi, je me rappelle, après la sortie du livre, j'étais invité dans un centre culturel, social, à parler de ce livre, à donner une critique. Donc, j'étais contraigné à le lire avec attention et j'étais étonné par le nombre de notes que je prenais. Et donc, il y avait au début, avant d'être une analyse de l'espace public, avant d'être une analyse des mécanismes de légitimation de ce livre, c'était vraiment l'idée de rentrer et comprendre comment c'est possible, quelle est l'articulation intellectuelle, quelles sont les sources intellectuelles. Le premier papier qu'on a écrit, d'ailleurs, c'était ça. Oui, le premier papier, c'était vraiment autour de l'objet. Et après... Mais je pense que ce qui devient important, c'est vraiment la sociologie. C'est-à-dire, je pense que pour beaucoup de gens en Italie ou dans d'autres pays, l'approche sociologique sur des objets intellectuels ou culturels n'est pas encore totalement légitime. Et je pense que, par exemple, dans le cas de Bruno et moi, nous, on était très influencés par ce que c'était en train de se développer aux États-Unis énormément, qui est ce qu'on appelle Sociology of Culture, ou Cultural Sociology, qui en fait, ça a été un vrai programme innovatif de recherche très intéressant, qui faisait vraiment de la sociologie pour prendre des sociétés en tant que telles, locales ou nationales, à partir d'un objet culturel, sans faire de cultural studies, mais c'est-à-dire sans étudier seulement l'objet culturel en tant que tel. Alors, ça, je pense qu'encore une fois, c'est une question un peu générationnelle, et je pense que des seniors étaient moins frappés ou touchés par ce qui était en train de se passer aux États-Unis. Et donc, le dépassement, par exemple, dans le cultural sociology, du clivage quali-quanti, qualitatif-quantitatif, je pense que, par exemple, a eu une influence majeure pour nous, pour aborder l'objet islamophobie à part entière. Je pense qu'il y avait un peu cet ensemble. En plus, je dois dire que moi, j'étais touché par une chose, c'est-à-dire pourquoi, et pour Bruno aussi, bien sûr, mais pourquoi, sur la question islam, on a besoin
des constructions intellectuelles. C'est-à-dire qu'après, on a fait d'autres livres. On a étudié encore plus de 60 livres islamophobes faits par le même milieu autour de Forza Italia. Pourquoi un parti politique qui contrôle tout, qui est de succès, qui a ses canaux de légitimation qui sont clientélaires, pourquoi a besoin de s'approprier de l'islamophobie et de le construire en tant qu'objet intellectuel, lorsque d'autres formes de hostilité, par exemple contre les Roms, n'ont aucun texte. Ils n'ont pas besoin de justification. Ils n'ont pas besoin de justification. Donc, il y avait aussi ce côté de comprendre, mais pourquoi l'exigence de structurer des livres, pas dans des petits milieux néonazistes, mais des livres dans les grandes éditions italiennes, des grands philosophes poppériens ou d'autres qui portent l'argument islamophobe. C'est quoi cette exigence? Pourquoi? Pour nous, c'était aussi pourquoi des architectes qui portent l'argument contre l'esthétique du minaret et d'autres choses. Mais voilà, même pour rester sur l'argument islamophobique central, il y avait cette question, et je dois dire que des collègues un peu plus seniors n'étaient pas frappés par ça. Pour eux, c'était des intellectuels réactionnaires et ils ne voyaient pas un objet sociologique à part entière de comprendre, comment dire, la question symétrique, si vous voulez, de Bruno Latour. Je voudrais qu'on prenne l'autre grande recherche qui a été publiée dans le numéro, donc autour du Haut Conseil à l'intégration, parce que vous avez là aussi fait une analyse considérable à partir d'un corpus. Vous allez nous dire un peu comment ça s'est... Et donc, c'est aussi la sociologie des élites à travers ça, bien. Oui, c'est ça. Et donc, si vous voulez bien faire un peu le même exercice que Bruno et Tommaso sur votre propre objet. D'accord. Donc, c'est un article que j'ai pas rédigé seul. Donc, c'est un article qui est déjà avec Julien Bauger, qui est aujourd'hui docteur en sciences politiques à l'Université d'Amiens, donc sous la direction de Patrick Leheng. Et donc il a fait sa thèse sur la politisation du voile. Et on l'avait invité dans le cadre du séminaire sur un autre sujet, c'était plutôt sur la lutte de définition autour de la signification du port du hijab, mais dans le champ académique. Et donc lorsqu'il est venu, on a eu discuté un peu des projets qu'on pouvait faire, et l'idée de travailler sur le Haut Conseil d'intégration nous a paru pertinente, dans la mesure où, là aussi, on est parti d'un étonnement. Donc, l'étonnement entre deux situations historiques différentes, donc celle de 89, celle de 2003-2004 en France, par rapport à la prohibition du port du hijab dans l'école publique. Donc, quand vous prenez la configuration de 89, il y avait des conflits, des élites, entre guillemets, différentes fractions des classes dominantes qui s'opposent sur l'opportunité de cette interdiction. Et globalement, les prohibitionnistes se sont retrouvés minoritaires. Donc les minoritaires, c'est notamment ceux qui ont rédigé la tribune dans le Nouvel Observateur en 1989. Donc le nouvel immortel Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Régis Debray, Catherine Kinsler, etc. Donc, qui parlaient de Munich de la République, donc qui proposaient une interprétation assez radicale de la signification du port du hijab comme étant un signe politique, comme le début d'une offensive du mouvement islamiste dans l'école républicaine, etc., etc. Donc, cette position s'est retrouvée minoritaire. Et puis, comme vous le savez, 2003-2004, il y a eu un consensus national, partisan, donc de l'extrême droite à l'extrême gauche, quasiment, au niveau médiatique aussi, dans la plupart des hebdomadaires, la plupart de la presse quotidienne, aussi à la télévision. Donc, la question, c'est comment s'est produit ces consensus ?
Comment s'est produit ce consensus? Donc c'est la question centrale. Et pour essayer de répondre à cette question, on est amené de fait à revenir sur un concept, qui nous semble pertinent. C'est le concept d'idéologie dominante et la manière dont cette idéologie dominante se construit. Et en relisant les textes des années 70, Bourdieu-Boltanski, la production de l'idéologie dominante, le texte de Boltanski dans la revue française Sociologie sur l'espace positionnel. Donc là, on reprend un cas d'analyse de old school, on pourrait dire, parce que il y a eu beaucoup d'évolutions, mais ça nous a paru un cas d'analyse pertinent pour pouvoir analyser notamment un espace, le Haut Conseil d'intégration, qu'on considère comme étant un lieu neutre. Donc le concept de lieu neutre, comme vous le savez sûrement, ou je sais pas, si vous avez lu le texte 76, donc ce sont des espaces donc neutres où circulent les différentes composantes, différentes fractions des élites. Donc en tant qu'individus, donc ils représentent pas leur groupe d'origine, et sont ces espaces-là qui permettent une circulation de certaines catégories de perception, ce qu'ils appellent donc des schèmes générateurs. Et donc l'exemple qui était utilisé en 76, c'était le Commissariat général au plan, l'Institut d'études politiques de Paris, comme des espaces où se construit l'idéologie dominante. Et donc on s'est dit que ce concept-là, il est pertinent, et est-ce que il peut être pertinent pour ce qui concerne la construction du problème musulman. Et il y a plusieurs espaces, plusieurs lieux où des élites ont discuté, ont essayé de créer une sorte d'homogénéisation des catégories de perception de l'immigration et de l'islam. Donc la commission Marsolon sur la nationalité, 1987. C'est la première fois où il y a un débat public sur la question, avec l'idée d'identité nationale. Donc n'a pas fallu attendre 2009 pour que ce débat ait lieu. Et on retrouve dans la commission Marsolon des hauts fonctionnaires, des universitaires, des chefs d'entreprise, des politiques, etc., etc. Autre espace, c'est donc le Haut Conseil à l'intégration, qui a été fondé en 89 et qui n'a pas encore disparu officiellement, mais qui n'existe quasiment plus depuis 2012. Donc il a été remplacé par l'Observatoire de la laïcité. Et autre espace, bien sûr, c'est la commission Stasi, 2003-2004. Donc la commission Stasi a bien été étudiée par Jean Bobéro, qui est à la fois acteur et sociologue de cette commission. Il a montré comment un consensus s'est créé au sein de la commission. Et donc rien n'a été fait sur le Haut Conseil d'intégration, qui a l'avantage d'exister sur une longue période, en 89-2012, et lorsque on a fait un test, on a lu les premiers rapports du HCI de 89-90 pour voir ce qui était dit de l'islam, et le dernier rapport 2012, voir ce qui était dit. On a vu une différence radicale dans la manière dont les rapports rendaient compte de l'islam et des musulmans en France. Donc on s'est dit qu'on allait l'étudier. Donc au niveau du matériau, donc on a pris tous les rapports du HCI de 89 à 2012, on a une trentaine à peu près, plus des tribunes qu'on peut écrire les uns et les autres. Mais on voulait pas uniquement faire de l'analyse de discours. L'idée, c'était de rapporter les prises de position du HCI en fonction de la composition du Haut Conseil et de la position des membres dans le champ du pouvoir. De voir s'il y avait une relation, une transformation, si les transformations du discours s'explique par la transformation de la composition, et qu'est-ce que révèle la transformation de la composition des luttes entre les différentes élites pour définir ce que c'est que l'islam, ce que c'est que les musulmans en France. Donc du coup, on a mis beaucoup de temps pour récupérer les données biographiques de tous les membres du HCI. Donc au total, ça fait 95 membres. Et donc voilà, le truc classique, le who's who, les portraits dans la presse généraliste, etc. Donc on avait une grosse base de données qu'on a ensuite mouliné pour en faire des schémas qui rendaient compte en fait de la position de chaque membre du HCI en fonction des différents champs. Donc champ économique, champ politique, etc., etc.
Donc voilà, à partir de ça, on a, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long, mais on a dégagé globalement 2 grandes configurations, 89, 2002, 2012. Et ce qu'on a pu observer, c'est d'abord une lutte dans la définition de ce que c'est que l'islam. Et dans cette lutte, on observe la défaite des sciences sociales et le primat, l'hégémonie, si le terme c'est un peu plus compliqué, des représentations médiatiques de l'islam. Donc ça se mesure par donc la composition du HCI. On se rend compte que les sociologues qui relèvent du champ académique autonome ont été marginalisés, que donc des gens qui sont spécialistes de l'islam comme Farhad Khosrow-Kavar, Jocelyne Césari, etc., étaient très cités de 89 jusqu'en 2002, et à partir de 2002, on a un renversement où là, la vérité la réalité des musulmans en France provient essentiellement de témoignages, donc de témoignages édifiants, donc du type de Sharod Javan, les voiles, etc., etc. Donc on a 2 modalités différentes qui se concurrencent au départ, mais avec la défaite des sciences sociales au bout du compte, et donc du coup ça a influé dans la manière de percevoir l'islam et les musulmans. Donc là, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de le rapport entre la réalité sociale telle qu'elle est construite par les sciences sociales et telle qu'elle est construite par des représentations médiatiques. Et finalement, la défaite des sciences sociales en France, comme en Italie, mais je ne sais même pas s'il y a une bataille en Italie, alors qu'il y a quand même une bataille en France pour définir ce que c'est que l'islam. Donc on a ce phénomène-là. Et une fois que les sciences sociales sont défaites, pour dire cette vérité, on observe un phénomène, ce qu'on a appelé une extension du domaine de la lutte laïque. Donc ça signifie que le HCI a participé à redéfinir le concept de laïcité, avec une redéfinition de la séparation entre l'espace public et l'espace privé, qui a permis de justifier l'interdiction du voile, du hijab à l'école publique. Et parmi les gens du HCI, on a des gens qui sont assez pionniers dans l'idée que ce n'était pas suffisant, que la loi en elle-même n'est pas suffisante, dans la mesure où les filles qui portent le voile et qui l'enlèvent lorsqu'elles rentrent à l'école, elles le remettent après. Donc ça n'a pas bien fonctionné. Et puis les filles qui étaient censées être protégées par la loi, donc c'était la question de la pression à l'encontre des filles qui ne le portent pas. Là aussi, puisqu'on observe aussi donc une multiplication, ou en tout cas la perception de multiplication du port du hijab à l'école. Mais cette extension, donc, elle se fait à l'extérieur de l'école, mais elle se fait aussi à l'intérieur de l'école, puisqu'on retrouve dans les rapports du HCI des témoignages de personnel, d'enseignants qui disent voilà, tel enseignant, tel surveillant rompt le jeûne du Ramadan avec ses élèves. Que les parents font des demandes inacceptables du point de vue de la cantine, etc., etc. Et ce qui me semble important, c'est que tous ces témoignages, qui peuvent être vrais ou faux, on ne sait pas, mais l'authenticité des faits n'est même pas discutée. Donc là, il y a un enjeu important, qui est, à mon avis, un des ressorts principaux de l'islamophobie, c'est la fiction. C'est la chimère. On est dans un discours chimérique, un discours qui n'est pas validé par des sciences sociales, même par un travail journalistique. Et c'est très commun avec ce que vous disiez par rapport aux faits qui ne sont pas vérifiés dans les livres de Falaci, le blanc-seing qui est donné par la maison d'édition. Et de cette perspective-là, on est donc on a cette question de l'école, et puis en dehors de l'école, dans la mesure où la loi de 2004 est considérée comme légitime, est universelle puisqu'elle est générale, qu'elle est acceptée par un consensus politique large. Les membres du HCI, après 2002, ont décidé d'investir d'autres lieux, notamment l'entreprise, avec le même procédé. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'entreprise privée, ils demandent à un cabinet conseil, donc on ne va pas demander ça à un laboratoire de recherche, un cabinet conseil, de rendre compte de la question religieuse dans l'entreprise.
Donc ce cabinet produit un rapport avec des statistiques, avec des courbes, etc., qui montrent qu'il y a un problème musulman. Idem pour d'autres espaces sociaux. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les conditions de possibilité de transfert du problème musulman d'un espace social à un autre. Donc pour l'école publique, comme vous le savez, à la fin des années 80, il y avait une minorité d'enseignants, même de directeurs d'établissement, qui étaient pour la prohibition, qui considéraient que le droit à l'éducation était plus important que le fait de porter le hijab. Donc ça ne pouvait pas justifier une exclusion. Et là, ce qui nous a intéressé, c'est un séminaire qui est organisé par le Haut Conseil à l'intégration en décembre 2012, intitulé La laïcité dans la fonction publique. Et dans ce séminaire, on invitait toutes les fonctions publiques, donc territoriales, etc. Et parmi les membres de la fonction publique qui considéraient qu'il n'y avait pas de problème musulman, c'était l'hôpital. Donc à l'hôpital, on avait quelqu'un qui était, donc si mes souvenirs sont bons, c'est le directeur de l'hôpital de Avicenne de Bobigny, donc voilà, qui est un grand hôpital de Seine-Saint-Denis, qui disait oui, lorsqu'il y a des patients qui viennent nous voir et qui nous demandent des repas végétariens, on peut interpréter ça comme une demande religieuse ou pas, mais ce qui compte, c'est que la personne mange et qu'elle soit en bonne santé. Si il y a une femme qui souhaite être auscultée par un médecin homme, une médecin femme, si c'est possible, on le fait, mais si c'est pas possible, on lui dit c'est pas possible. Donc c'est votre santé qui doit primer, donc vous allez être ausculté par un médecin homme. Donc la question de la santé des patients est centrale dans la définition des pratiques. Et une des hypothèses qui, je pense, qui mériterait d'être développée pour essayer de comprendre le transfert des conditions de possibilité du transfert d'un espace à un autre, c'est la question de l'autonomie des champs. Donc l'hypothèse, ce serait plus un champ est autonome, donc il définisse lui-même ses propres règles de fonctionnement, moins il a tendance à reprendre à son compte des problématiques qui relèvent d'autres espaces sociaux. Et donc il y a cette dimension-là, et puis une autre dimension qui me semble importante, et là pour le coup le trajectoire des gens du HCI est intéressante, c'est la multipositionnalité des acteurs. Donc on a quelqu'un, par exemple, comme Alain Sexig, qui était le responsable de la mission laïcité du Haut Conseil d'intégration, qui a été un des acteurs les plus importants de l'idée qu'il y a un problème musulman. Donc les gens étaient minoritaires au départ, au début des années 80, ils sont devenus majoritaires, mais ce caractère majoritaire s'explique par un travail de mobilisation dans des instances, dans des espaces, et la circulation entre les différents espaces favorise la circulation de catégories de pensée, catégories de perception de l'islam. Donc voilà, c'est tout ce processus-là qu'on a essayé de décrire avec cet objet du Haut Conseil d'intégration, et donc ça pose après des questions beaucoup plus générales sur, et donc du coup on n'a pas pu vraiment le faire, sur véritablement l'influence qu'a eu le Haut Conseil d'intégration dans l'espace public. Donc en introduction, on cite, on a sorti un tableau qui rend compte du nombre d'occurrences du terme Haut Conseil d'intégration dans la presse, la grande presse, et on voit qu'au moment des grandes controverses 2003, 95, 94, 89, le HCI est beaucoup cité. Donc, mais ça mériterait d'être approfondi sur la circulation de certaines catégories de perception au-delà des rapports en tant que tels. Voilà. Merci beaucoup. On entre dans la dernière partie de ce débat. Je pense qu'il faudra que l'on réserve aussi un espace pour discuter avec vous dans la salle. Mais je voudrais maintenant peut-être, là on vient de voir deux recherches abouties, enfin qui pourraient se prolonger encore, mais on pourrait se demander, puisque il est question de faire de la recherche sur ce thème, comment s'y prendre, quel programme, quelle recherche à envisager, et je voudrais donc passer la parole à Ouda qui justement essaye de construire tout un champ de recherche autour de l'islamophobie. Alors je voudrais te demander, Ouda, comment tu vas t'y prendre? Alors comment je m'y prends déjà?
mais comment je vais m'y prendre, oui. Alors, pour moi, la première question était justement de poser les bonnes questions, d'essayer d'aller vers ce terrain qui était l'islam, l'islamophobie, le problème musulman, en évitant un biais que j'ai constaté souvent dans les lectures que je faisais, même quand elles étaient plutôt très intéressantes et riches, un biais qui était de partir du fait qu'on était à la base réticent, plutôt dépité à l'idée qu'il y a un repli religieux. Il y a vraiment une espèce de consensus dans le discours, y compris scientifique en tout cas, qui se retrouve plusieurs fois avec cette espèce de retour du religieux comme quelque chose d'inquiétant. Et on pourrait se demander un petit peu si on peut pas aborder le religieux autrement, c'est-à-dire l'aborder avec en y allant un peu avec neutralité, même si ça n'existe pas, mais en tout cas avec aucun biais, en se demandant qu'est-ce que le religieux fait aux mobilisations, qu'est-ce qu'il fait aux politiques publiques, qu'est-ce qu'il fait aux acteurs qui sont concernés, et comment ils y résistent. Et il me semble pour moi qu'on peut imaginer le religieux comme un levier de mobilisation, comme une manière de contester. Alors pas forcément, mais en tout cas c'est une question qui me semblait ouverte quand je suis allée sur mon terrain. Et pour moi, justement, pour éviter un peu ces clivages aussi des disciplines sociologiques, politiques, etc., qui avaient abordé le religieux d'une certaine manière et le racisme d'une certaine manière, ou pas beaucoup abordé dans certains cas, pour moi, il était intéressant de revenir sur les acteurs, sur la manière dont eux se saisissent des questions qui les concernent. Donc vraiment, je pense que vous voyez bien de quelle perspective Enfin, pour moi, c'était très important d'avoir cette articulation, de retrouver la parole des acteurs, de comprendre, justement, on en parlait tout à l'heure au séminaire, ces injonctions contradictoires permanentes dans lesquelles ils sont, entre la visibilité et l'invisibilité. Valérie Amirault en parle dans son article, le fait qu'on demande aux femmes voilées d'être à la fois invisibles, mais en fait, on ne fait que les survisibiliser. Donc, on a toujours ces injonctions-là, ces injonctions entre l'assimilation, vraiment, et d'un autre côté, la différence un peu intrinsèque que ces personnes porteraient, malgré le fait, même quand elles essayent d'être elles-mêmes et d'avoir des discours parfois tout à fait féministes, intersectionnels, antiracistes, universalistes, ce qu'on veut. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller chercher cette parole-là. Et de penser le religieux aussi, cette question de l'islamophobie, en articulant la question des mouvements sociaux et la question du racisme. Et il se trouve que c'est deux champs un peu développés, on va dire, qui ont assez peu étudié la question du religieux. C'est-à-dire qu'articuler la question du racisme avec la question religieuse, comment on racialise des marqueurs religieux. Et je pense que là, c'est intéressant de retourner aux théories classiques du racisme, qui partent du fait qu'on a un marqueur, quel qu'il soit, qui fait la race. En réalité, c'est pas la couleur de peau, c'est pas ce qu'on croit traditionnellement, ça peut être n'importe quel marqueur. Et évidemment, l'hypothèse, c'est de dire qu'aujourd'hui, le marqueur, il peut être vestimentaire, par exemple, il peut être autre, comme on voit que certaines femmes converties blanches peuvent devenir racialisées quand elles portent un foulard, par exemple, ou en tout cas, renvoyer à une altérité absolue. Donc ça me semblait intéressant à voir, vraiment avec cette question du retournement du stigmate de Goffman, bien sûr, avec les stratégies que pouvaient développer dans cet espace un peu restreint qu'on leur laisse les mobilisations autour de l'islamophobie, avec la question féministe, bien sûr, qui est extrêmement intéressante, de la division des mouvements féministes autour des questions du voile. Et là, il y a un aspect générationnel, je pense, qu'on constatera aussi sur les nouvelles alliances que les féministes, que les jeunes féministes arrivent à créer, par exemple, avec des organisations musulmanes ou des femmes voilées, et que les anciennes peinent un peu plus, malgré certaines exceptions, à prendre en compte. Donc là, on a quelque chose qui se passe dans la reconfiguration de certains espaces militants, le féministe, l'antiraciste, bien sûr, qui est vraiment remis en cause aujourd'hui. Le MRAP, SOS Racisme sont des organisations qui ne se portent pas bien, notamment à cause de cette question, probablement, pour d'autres raisons aussi, bien sûr, mais en tout cas, voilà. Et on voit la vitalité à côté de ça d'organisations nouvelles. Et je crois que là aussi, on a un terrain très intéressant de voir comment s'organisent parallèlement à des espaces militants très institutionnalisés comme le féministe et l'antiraciste en tant qu'espace, et comment se créent parallèlement des espaces mixtes qui en plus s'inscrivent probablement, et ça c'est une hypothèse, dans la continuité des mouvements de l'immigration, des quartiers populaires, de la marche pour l'égalité par exemple, tout en étant en rupture. Enfin voilà, on est là aussi dans des aspects générationnels des luttes contre l'islamophobie qui me semble intéressant d'analyser. Bien sûr, alors là aussi, c'est un peu une piste, j'essaye un peu de balayer tout ça,
dans mon enquête empirique, mais c'est vrai que c'est assez dense. Il y a la question du droit, des procès, des stratégies d'action des acteurs, qui est très intéressante à analyser. Donc à la fois comment le droit se saisit de cette question, mais comment les militants eux-mêmes se saisissent du droit pour défendre une cause, par ailleurs que le législateur menace tout le temps de légiférer à nouveau pour régler ce problème, des problèmes qui sont posés aux tribunaux. Alors là, je parle spécifiquement, par exemple, de la campagne contre l'interdiction des mères voilées d'accompagner les sorties scolaires. Donc là, on a une espèce de flou auquel on assiste vraiment en direct, d'une extension de la loi de 2004 qui s'applique maintenant aux maires, mais à travers juste une circulaire et des pratiques au cas par cas. Donc là, on voit les négociations sur le terrain de pratiques et de lois qui n'en sont pas vraiment. Voilà, de pratiques et de politiques sur le terrain, et la manière dont les militants peuvent contester ça, et quelle sera la place du droit, quelle sera la place des mobilisations, du lobbying politique, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose là d'important. Et enfin, je terminerai peut-être, parce que c'est assez important, et c'est un peu dans ce sillage-là que les nouvelles organisations se sont créées, sur la question des discriminations et de la lutte contre les discriminations, comment le facteur religieux va pouvoir être pris en compte. Et l'expérience des discriminations pour les personnes, parce qu'on parle d'islamophobie, mais il est important de penser les effets de l'islamophobie. Qu'est-ce que ça fait d'être visé tout le temps par des stigmates, des discours, des brimades, des agressions? Enfin voilà, il faut voir ce que c'est les discriminations au quotidien sur les personnes qui les vivent. Donc en effet, il y a la question de la mesure qui est posée, mais il y a aussi la question de l'expérience des discriminations et ce qu'elle va apporter en termes de lutte ou en termes de retournement du stigmate, ou de comment on va avoir des stratégies d'évitement, comment on porte le foulard. Enfin, il y a tout un tas de stratégies comme ça qui se mettent en place. Et enfin, je terminerai, parce que j'y tiens beaucoup, sur à la fois la perspective intersectionnelle, qui me paraît extrêmement importante. Et j'insiste toujours dessus, parce qu'en allant sur mon terrain, je suis partie de la question raciale, vraiment de l'islamophobie, et évidemment la place des femmes et l'articulation entre la question sociale et la question raciale, donc les deux, chacune d'un côté, m'est apparu vraiment incontournable quand on analyse l'islamophobie. C'est-à-dire que la question religieuse va reconfigurer le racisme, comment cette question religieuse s'inscrit dans cette sociologie du racisme. Par ailleurs, comment cette articulation entre racial, social est pensée. Et là, pour le coup, on est vraiment dans des débats très actuels de la sociologie en France. Et comment tout ça va s'articuler avec le religieux, et le genre, bien sûr, donc la place des femmes spécifiques dont on a parlé. Et je terminerai enfin par la question de la perspective comparative, puisque moi je suis partie du terrain canadien pour revenir au français et pour repartir au canadien, et ça me permet de poser des questions différentes, il me semble, d'avoir une ouverture justement avec des histoires politiques, migratoires, de gestion de la pluralité religieuse et ethnique complètement différentes entre la France et le Canada, des histoires des populations musulmanes vraiment différentes aussi, puisqu'en France, on est quand même dans une histoire postcoloniale, d'immigration ouvrière, etc., qu'on n'a pas du tout au Canada, où les musulmans sont plutôt plus diplômés que la moyenne, mais par ailleurs, et là pour le coup, on a des statistiques au Canada, donc c'est aussi intéressant de comparer un pays où on a des chiffres sur tout, l'origine, la religion, tout ce qu'on veut, et un pays où on n'en a pas du tout, comme en France, donc voilà, de voir qu'est-ce que ça permet de voir, d'avoir des chiffres, ou qu'est-ce que ça peut avoir comme effet performatif aussi. Et donc le Canada nous permet de penser un peu ces espaces francophones un peu spécifiques, le Québec, la France, qui se regardent. Moi, je travaille au Canada depuis plus de 10 ans maintenant, et chaque fois que je fais des allers-retours, je suis stupéfaite par l'importation d'argumentaire, de rhétorique, des mêmes mots, vraiment des mêmes logiques qui viennent de France, malgré parfois une réticence du Québec à considérer la France comme un modèle, surtout là dernièrement un peu plus. Donc voilà, là avec la charte des valeurs qui vient d'être enterrée normalement, mais je pense qu'elle ressortira d'une certaine manière. Donc voilà, il me semble que ces perspectives-là sont vraiment intéressantes et permettent de voir un peu les circulations, les comparaisons et les différentes dimensions de l'islamophobie. Merci Ouda. J'avais peut-être pour être un petit peu plus précis quand même, j'aimerais que vous puissiez vous positionner par rapport à des types de recherches. On parle beaucoup aujourd'hui des recherches très qualitatives sur le domaine qu'on appelle l'everyday racism. Donc, est-ce que
c'est envisageable de le faire aussi dans l'espace français. Est-ce qu'on peut envisager ce type de recherche? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est possible tout d'abord de prendre au sérieux ces micro-observations du racisme banal? Comment s'y prendre quand on fait ce type d'enquête? Est-ce qu'il y a des... Alors sur ce type d'approche-là, on a déjà quand même un certain nombre d'études qui se multiplient, qui sont notamment stimulées par des laboratoires comme l'URMIS ou d'autres. On traite justement de ces interactions et la part du racial ou du racisme dans les interactions quotidiennes. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer dans les bus. J'ai lu pas mal d'études dans les bus, dans les écoles, dans les classes, dans les clubs de sport. Et donc on a de plus en plus de matières qui nous permettent d'analyser de manière dépassionnée. Et c'est les 10 dernières années ont permis ça, c'est-à-dire d'analyser de manière dépassionnée la question des origines, des interactions, de la question raciale, etc., sans en faire une abstraction totale. Donc c'est quelque chose qui se développe. Comment on s'y prend pour faire de la sociologie dans un bus sur le racisme au quotidien? Alors, l'étude que j'ai lue qui était intéressante, c'est juste par de l'observation directe, c'est-à-dire un chercheur qui choisit une ligne de bus susceptible de lui offrir ce type d'interaction, qui s'installe au fond du bus et qui prend un maximum de notes, et dans une deuxième phase, qui commence à interroger les acteurs en question. Dans les écoles, c'est pareil. Moi, je l'ai un peu fait également dans les bandes. J'ai tout un développement autour de ça. Il y a observation et entretien. Observation et entretien, oui. L'entretien comme complément de ce qui a pu être relevé comme observation. Pour analyser l'islamophobie, il faudrait pouvoir trouver des lieux où elle s'exprime. Et c'est souvent le souci. C'est que la manière dont elle se manifeste dans les discours publics, c'est repérable. Sur Internet, c'est repérable. Sur les forums, c'est repérable. Par contre, dans la rue, dans l'espace public, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà. Il y a un autre problème méthodologique qui se pose par rapport à la question de la réception. Parce que là, on a dans le travail de Tommaso et de Bruno, c'est les élites avec Falacci au centre. Notre travail aussi, donc ce sont des gens, voilà, qui sont fonctionnaires, qui sont conseillers d'État, qui sont chefs d'entreprise, etc. Et oui, donc justement, vous avez fait ça en plus, la question de la réception à travers les forums, etc. Il me semble que là, il y a un gros problème. Je veux dire, pas un gros problème. Il y a un champ encore à explorer, et notamment, c'est ce qu'on dit dans le bouquin. Sur islamophobie avec Marwan, c'est le genre littéraire de la femme voilée, opprimée, etc., qui est constitué justement en genre littéraire. Donc il y a même des rayons. Vous allez à la Fnac, par exemple, il y a un rayon spécialisé où on a, donc vous connaissez peut-être les titres, Voilée de force, Aïssa, 12 ans, 3 enfants, enfin ce type de titres. Lorsque je dis ça, c'est pas pour ridiculiser, pour contester l'authenticité de ce que disent les femmes. J'ai une étudiante qui a travaillé là-dessus sur donc elle a interviewé une Belge, donc qui avait rédigé un livre qui portait de ce genre-là, donc c'était sa trajectoire personnelle. Donc la question, c'est comment des trajectoires personnelles rentrent dans une mécanique dans le champ éditorial et dans le champ médiatique, au point que ces témoignages sont les principales sources d'information aujourd'hui en France pour connaître l'islam et les musulmans. Parce que ça se vend par plusieurs millions d'exemplaires. Donc si on accumule, le premier livre, c'est Jamais sans ma fille, de Fatia Mahmoud, 87, si mes souvenirs sont bons, donc les deux premières années, ça s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, si mes souvenirs sont bons, traduit en une vingtaine de langues, et qui a connu un succès moindre que celui de Falacci, mais un peu analogue. Mais il me semble qu'il y aura un travail à faire que vous avez fait sur la question du fonctionnement du champ éditorial, pour qualité, mais ça mériterait d'élargir la problématique au niveau national, les différentes spécificités des champs éditoriaux dans différents pays,
Je suis pas sûr que le champ éditorial italien il soit comparable à celui de la France. Est-ce que ce que Bourdieu appelait dans l'article de l'année 80 sur la révolution conservatrice dans le champ éditorial est-ce que ça paie? On suppose que oui. Quelle est l'économie qui existe autour de ces livres, qui publie, qui est de fait on a du côté de la production de ces catégories. Après, sur la question de la réception, aucune enquête a été faite, mis à part ce que vous avez fait au niveau des sites internet, sur sur ce que retiennent les lecteurs et les lectrices. On peut supposer que une expérience de femme intéresse beaucoup de femmes. Je sais pas, ça peut être une hypothèse. Quelles sont les catégories qui sont transmises et est-ce que on peut, comment dire, lorsqu'on énumère le nombre d'exemplaires vendus, c'est sous la forme de l'étonnement. Mais finalement, on ne sait pas véritablement ce qui est transmis. Même les trucs les plus horribles par rapport à ce qui est dit dans le livre de Fallaci, il faudrait faire un peu ce qu'avait fait Noiriel par rapport à la France juive de Drummond. La question de la réception, la question des différents usages, différentes formes de lecture. Et là, du coup, ce qu'on disait dans le bouquin, ce serait bien, à mon avis, il y a un champ de recherche à explorer, de s'appuyer sur les cultural studies, hein, à la Hogarth, à la Stuart Hall, etc., pour ne pas prendre pour argent comptant et rendre compte de la manière dont on lit. Voilà. Donc, il me semble que ça a un lien direct avec ce que disait Marwan sur l'everyday racism. Parce que les sciences sociales, comme vous savez, donc, elles sont disqualifiées, ça se vend très mal. Alors que les livres de Finkielkraut, c'est 80 000, etc. Donc vous avez, c'est la principale source d'information. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la principale source d'information. Et quels sont les effets réels de cette principale source d'information dans la catégorie de perception et l'éventuelle influence dans les relations de tous les jours, etc. Donc c'est un peu le fil qu'il faudrait tirer, à mon avis, dans les années à venir, pour pas rester cantonné dans l'analyse du discours des élites, etc., etc. Quoi. Alors, Bruno. Alors, je suis très content, évidemment, de t'entendre dire ça, même si évidemment, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que ce que Abdelali appelle de ses voeux, en gros, c'est un peu ce que nous, on est en train de faire. Par contre, on est en train de le faire pour l'Italie. Donc, pour la France, on peut pas tout le monde peut pas tout faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut que des émules. Mais effectivement, en gros, dans la dernière partie de l'article, on a déjà commencé en fait à essayer de comprendre et de trouver une façon, disons, un dispositif de recherche, un research design pour en gros réussir à répondre à ces questions. C'est-à-dire de quelle façon est-ce qu'en gros le discours, dans le contenu, dans la forme d'intellectuels justement islamophobes vont éventuellement pouvoir modifier ce qu'on pourrait appeler de façon justement très, très approximative l'opinion publique, ou en tout cas du moins leurs lecteurs. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, après un article qui est plus sur le cas de Fallaci, sur sa trajectoire, après nous être intéressés, en fait, un petit peu, c'est un peu la galaxie ou l'archipel des intellectuels islamophobes. À la suite de la dernière partie de cet article, on se concentre plus sur la réception, sur une analyse de la réception qui prend appui en termes d'outils conceptuels. Alors à la fois sur tout ce qui relève, ce que disait Thomas tout à l'heure, un peu de la cultural sociology américaine, c'est-à-dire, et pas seulement américaine d'ailleurs, mais c'est-à-dire en gros en essayant d'identifier des cadrages, d'accord, au sens de Goffman, des marquages de frontières symboliques au sens de Barthes et de Lamont, des mises en récit particulières, des, disons, routines dans la façon de percevoir ou de raconter qui sont liées à des institutions particulières, des rapports de domination intégrés dans le discours, etc. Donc,
tout ce qui relève qui a été cette boîte à outils présentée justement dans un article notamment par Michel Lamont et Mario Small, un peu de la boîte à outils de la cultural sociology qui sert justement à analyser les justifications, motivations, catégorisations qui structurent les représentations des acteurs et la façon dont leur représentation s'articule avec leur mode d'action. Ça, c'est une première grosse source théorique. Et l'autre sociologie qu'on essaye aussi d'utiliser et qu'on utilise fortement, qu'on essaye d'utiliser, c'est la sociologie de la critique telle qu'elle a été justement donc développée par Luc Boltanski, Laurent Thévenot et toute l'équipe de ce qui était avant le GSPM, où on essaye notamment de s'intéresser justement à des opérations critiques, à la façon dont certains lecteurs racontent le passage, le fait qu'ils ont eu une sorte de découverte, tu leur as fait découvrir des modes de capacité critique, les a fait sortir de la routine, la façon dont, au contraire, ils sont d'abord dans des sentiments, donc là, on vous voyez, de description de régime d'action, dans des sentiments plutôt, disons, d'adhésion sentimentale, émotionnelle à ce qu'elle dit, et la façon dont ça les amène aussi, par déplacement progressif, à partager certains jugements, certains modes de justification, parce qu'en fait, ils considèrent qu'ils font confiance et qu'ils suivent, pour des raisons émotionnelles, sentimentales, la personne qui exprime ses jugements. De quelle façon la justification va éventuellement servir pour amener un appel à la violence, donc la demande, l'injonction, l'appel à passer dans un régime de violence. Voilà. On essaye de faire tenir ça ensemble. Donc du coup, alors, c'est pas exactement la littérature des cultural studies que tu mettais en avant, qui est plus en fait interprétative. Et je dis pas ça, je dis ça au sens, un peu plutôt Gertien comme ça, qui est donc mais voilà, effectivement une sociologie qui essaye d'identifier des opérations de catégorisation, des opérations critiques pour comprendre comment ça se passe. Et alors, c'est quelque chose qu'on a fait pour un premier des gros forums. On a analysé un premier gros forum qui est donc dans la dernière partie de l'article, où là, en fait, on a utilisé un petit peu des logiciels pour identifier, disons, des récurrences dans les posts du forum, mais en gros, le gros de l'analyse a été fait vraiment qualitativement, c'est-à-dire qu'on a tout simplement lu et codé, et puis dans certains cas aussi, malgré tout, interprété certains résultats. Le problème face, en fait, à une masse gigantesque, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir avoir, en fait, des données qui soient encore plus solides, parce que, issues de l'analyse d'un nombre encore plus nombreux de posts, de cas, etc. Donc là, on se trouve actuellement en plein dans la tentative d'exploiter un matériau de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de postes. Et là, d'un point de vue très pratique, on est en train notamment de s'appuyer sur le Media Lab en fait, de Sciences Po, qui en gros est en train de nous aider à mettre en place un dispositif nous permettant, par exemple, d'aspirer les contenus de sites internet et de les classer automatiquement dans des classeurs, ce qui en fait rend, parce que évidemment, si vous devez aller faire des copier-coller pour chacun des postes, corriger toutes les fautes d'orthographe vous-même avant de faire le codage pour coder les mots, etc., c'est extrêmement facile, ça peut prendre littéralement des mois de travail uniquement de bureautique, en quelque sorte, sur l'ordinateur. Donc là, d'un point de vue technique, on est en train de s'appuyer sur ça, et certainement on essaiera, on verra si ça donne des choses, mais on essaiera probablement aussi d'utiliser un certain nombre de logiciels d'analyse automatisés des contenus pour voir ce que ça donne, à la fois de façon un peu hypothético-déductive et à la fois de façon inductive, parce que vous avez notamment la possibilité d'identifier, grâce à l'informatique, des grappes de mots, des formats sémantiques auxquels qu'on n'aurait pas identifié soi-même spontanément, parce qu'on a forcément une attention qui se concentre plutôt sur certaines choses. Donc voilà. En termes pratiques, c'est ça, c'est-à-dire quels sont un petit peu les outils conceptuels qu'on a l'intention d'utiliser et quels sont les outils informatiques. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive là au moment où il est bon de donner la parole à ceux qui sont là depuis le début, qui ont écouté patiemment avec passion ce qui a été dit, mais donc la parole est à vous. Je ne vais pas être long du tout. Tout ce qu'on a entendu est très intéressant.
Je dirais que moi, il y a deux questions qui ont été en partie abordées, mais qui, à mon sens, sont très intéressantes et mériteraient beaucoup plus d'études à venir, puisqu'on a parlé de l'avenir. C'est d'une part la façon dont l'islamophobie est parvenue à surmonter l'opposition entre la gauche et la droite, comme opposition centrale des sociétés européennes, comme spécialement la France et l'Italie. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir des exemples, si vous voulez, de comment est-ce qu'on reconnaît plutôt une islamophobie de gauche ou plutôt une islamophobie de droite, et comment les arguments migrent d'un pôle à un autre, et de quelle façon. Pour donner qu'un seul exemple, le NPA, par exemple, qui après sa formation, s'est présenté comme un parti de la gauche, de la gauche, de la gauche, hein, tout à fait, a en fait explosé il y a 2 ans, largement à l'occasion d'une réalité ou d'une rumeur, j'en sais rien, sur une candidate soi-disant voilée, elle avait peut-être un petit voile, petit foulard ou je sais pas quoi, et qui a entraîné littéralement, d'après ce que j'ai entendu dire par des membres du NPA, a entraîné l'explosion du parti. Bon. Et c'était pas le Front National, hein, c'était le NPA. Donc, alors j'ai un second point que je trouve très intéressant et très délicat pour nous, c'est la contribution des sciences sociales prises au sens large, en y intégrant non seulement la sociologie, mais des thèmes de philosophie politique et de sciences politiques, à la constitution d'un arsenal utilisable pour l'islamophobie. Je pense particulièrement à des versions durcies de l'idée de culture, telles qu'elles ont été développées notamment par l'anthropologie de l'Europe, qui évidemment sont nécessaires pour durcir la notion d'intégration, puisque pour s'intégrer, on est supposé s'ajuster à une structure déjà bien déterminée, déjà bien présente, etc. Je pense qu'on peut penser aussi un autre débat qui a plutôt eu lieu en philosophie politique et en philosophie morale sur le relativisme. Et enfin, à une idée qui est largement venue de la gauche, avant d'être retournée dans un sens islamophobe et raciste d'ailleurs, qui est bien sûr, nous ne sommes pas racistes, il n'y a pas de différence entre les races hiérarchisables. Nous ne sommes même pas culturalistes, toutes les cultures ont le droit d'exister dans leurs particularités, etc. Mais nous sommes pour la critique et, comme par hasard, c'est notre société occidentale qui a le monopole de la critique, alors que ces pauvres musulmans, ils n'ont pas eu l'alliance d'Athènes, Rome et Jérusalem, et ils n'ont pas eu la chance de savoir ce que c'est que la critique, et ils sont obligés, et ils sont amenés ou habitués à prendre au pied de la lettre un discours farfelu. Le farfelu est de moi, mais d'habitude il est implicite. Il est implicite. Donc voilà 2 points que je trouve très importants pour comprendre la conjoncture actuelle. Oui, alors j'ai une petite remarque et ensuite une question. Ma remarque, c'est qu'en fait, il se trouve que je suis professeur de sociologie des religions, ce qui est une espèce assez rare en France, quand même, quoi qu'on en dise, parce qu'il y a très peu de sociologie des religions. Vous avez parlé de sciences sociales, en fait, il y en a à l'EPHE, à l'EHESS, au CNRS, mais à l'université basique, c'est quasiment inexistant, enfin, ou c'est très peu existant. Et ça pose un problème, c'est vraiment pas un fait social comme un autre. Je veux dire, j'en témoigne de mon quotidien d'enseignante-chercheuse, des propos de collègues par ailleurs extrêmement intelligents et subtils qui vous disent « oui, mais Anne-Sophie, l'islam c'est dangereux » ou qui disent aux étudiants de ne pas aller perdre du temps à suivre un cours de socio des religions,
Voilà, c'est juste pour parler du contexte sociologique qui fait aussi que c'est difficile de traiter de cela. Et j'ai envie de vous dire, mais allez-y justement, puisque vous n'êtes pas étiqueté socio des religions, finalement vous avez une liberté pour travailler sur ces sujets-là, peut-être plus grande d'une certaine manière. Et j'en suis très heureuse. Pour moi, c'est un débat extrêmement passionnant. Et puis le fait que les collègues soient néo-marxistes ou compréhensifs n'y change vraiment pas grand-chose d'ailleurs de ce point de vue-là. Alors, les questions, maintenant, après cette petite remarque sur l'état de la sociologie des religions, comme je le vois en tout cas, je me pose des questions. Enfin, j'ai trouvé tout ce que vous avez dit extrêmement passionnant. Mais par exemple, pour moi, où est la question finalement de l'émotion et des peurs dans vos réflexions? Parce que pour moi, elle est absolument centrale. Mais en même temps, elle n'est pas très facile à articuler avec tout. Elle n'est pas forcément facile à articuler avec nos travaux et avec nos outils. La deuxième, c'est comment travailler sur quelque chose qu'on pourrait dire de manière triviale comme on enclenche le bouton. C'est-à-dire on est plus ou moins pluraliste, qu'on soit du côté musulman par rapport à certaines questions ou du côté non musulman par rapport aux musulmans. Mais enfin, non musulman, je pense par exemple, parce qu'une de mes doctorantes travaille sur les relations ou les non-relations entre juifs et musulmans. Donc là aussi, ça pose ce type de questions. Donc, en fait, il y a des moments, en quelque sorte, on est pluraliste, et puis à un moment donné, on enclenche le bouton, et un propos sort qui est très essentialisant, disons, pour dire vite. Et dernière chose qui est peut-être liée à ça aussi, comment on fait en sciences sociales pour travailler sur cette sorte, je dirais, d'incohérence ordinaire qu'on a? C'est-à-dire, alors là, je le pensais plus, par exemple, sur ce qu'on dirait, pour me décaler de ce que vous avez dit, ce qu'on dirait, par exemple, on serait contre certaines choses que dit Kardaoui, mais en même temps, on en dirait que c'est un homme quand même sympathique, qui a de l'humour, etc. Je veux dire, cette sorte d'incohérence qu'on a tous, ou du côté catholicisme, de défendre l'Église, alors que... qui a eu les questions de pédophilie, mais en tout cas cette sorte d'incohérence aussi qu'ont des acteurs qui soient religieux, anti-religieux ou autre chose. Comment on va travailler avec ça dans tout ce travail de la réception? Voilà. Merci. Mon jet lag m'attrape, donc je vais d'abord poser la question en français et puis en anglais, juste pour être clair. Et c'est plutôt une commentaire qu'une question. Ça marche? Okay. Marwan, tu as parlé du fait que la plupart des victimes de l'islamophobie sont des femmes. Et Houda, toi aussi, tu as dit que la place des femmes était centrale dans l'islamophobie. Et moi, en fait, pour moi, c'est important de ne pas restricter la question du genre aux femmes. Et alors, la question, c'est plutôt comment utiliser une analyse genrée sans restricter le champ d'analyse aux femmes. Et il faut aussi, je crois, travailler sur la masculinité et comment la masculinité et le féminité sont construites ensemble, en fait. Donc c'était clair en français, je n'ai pas besoin de répéter en anglais. C'était parfaitement clair. Je dois d'abord commencer par dire, en effet, que ce genre d'initiative est aussi audacieuse que pionnière, justement, dans le champ académique. Faire dans un séminaire de l'islamophobie un sujet d'étude, c'est-à-dire faire d'un sujet refoulé institutionnellement un objet d'étude, c'est déjà en soi quelque chose de très important. Toutefois, il me semble que le fait de ne pas s'arrêter sur le terme islamophobie, comme si ce terme-là va de soi. On ne sait pas, en fait, à quoi ça réfère. Ce n'est pas évident de mentionner un terme sans vraiment construire l'objet, parce que l'objet n'est pas donné, vous le savez, vous êtes des sociologues. Donc ça, effectivement, ça limite les remarques des auditeurs, hein, pour réagir par rapport justement à votre conception d'ensemble. Je signale d'ailleurs, pour relativiser un petit peu ce constat qu'en fait institutionnellement, il y a une indifférence, etc. Je pense que même à l'intérieur de cette école, il y a des séminaires où il a été question justement, de façon globale,
de l'islam, mais avec toutes les dimensions que ça peut impliquer, ce phénomène. Je mentionne simplement le séminaire de Jocelyne Dakhlia, pour exemple. Cet exemple, ce séminaire de Dakhlia, mais il y en a d'autres, me permet aussi de passer à une autre remarque qui est, en effet, l'approche d'un tel phénomène. D'ailleurs, dire à quoi ça réfère, parce que toujours, on ne sait pas. Hein. C'est, est-ce qu'on va s'inscrire dans une logique des sciences sociales, au sens, ça va de, je ne sais pas si on reste justement des années 60 jusqu'à aujourd'hui, de Bourdieu, jusqu'à la sociologie des acteurs, en passant par Goffman et d'autres. C'est effectivement le fait, est-ce qu'on va inscrire la recherche dans une théorie d'ensemble, ou alors on va rester dans la logique des sciences sociales, qui est une logique qui tributaire d'une rationalité des Lumières, qui est une rationalité séparatrice des domaines. Encore que déjà à l'école de Francfort, il y a vraiment dans leur démarche quelque chose de très important que souvent on a oublié, c'est que la société est un élément en voie au tout, et qu'on ne peut absolument pas considérer un phénomène sans prendre en considération la totalité des phénomènes sociaux. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci. J'avais une question concernant l'inaudibilité des sciences sociales dans le domaine de l'islamophobie, qui est un élément très percutant et très important, je crois, et qui se constate pas seulement en France, mais dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Et en fait, ma question est plus pour comprendre aussi, substancier aussi ce phénomène-là, et la spécificité ou la particularité de ce phénomène-là. Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec d'autres domaines, on pourrait dire, ou d'autres champs où on peut avoir des phénomènes comparatifs, où le discours académique est inaudible? Et je pense par exemple au champ de la criminologie ou de la sécurité, où on a des phénomènes similaires, où en fait le point de vue ou les observations empiriques des académiques va à contre-courant des pensées sociétales. Est-ce que c'est un élément comparable, ou est-ce qu'on voit une spécificité par rapport à la question de l'islam? Donc ça, c'est la première question. Après, un autre élément, est-ce que vous avez dans votre recensement aussi perçu ou vu quel type de chercheurs scientifiques restent encore audibles? Parce que je pense par exemple à... Bon, je ne sais pas, je viens de Belgique, donc je ne connais pas les sensibilités du champ académique français. Et en plus, je viens de la Belgique néerlandophone, donc je ne connais pas du tout. Donc à faute de faire une gaffe là, mais par exemple un Gilles Kepel, est-ce qu'il est encore audible aujourd'hui dans le champ français ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments paradigmatiques ou pas? Est-ce qu'il y a un élément de ce que cette personne, du point de vue du chercheur, ou est-ce que c'est vraiment une division entre chercheurs d'un côté versus journalistes intellectuels d'un autre côté? Je voulais revenir sur l'idée d'islamophobie et le manque de définition du mot. Et finalement, j'ai l'impression que c'est une volonté étatique de laisser ce mot dans un flou sémantique et de définition, pour pouvoir justement cacher plutôt un racisme institutionnalisé par l'État. Parce que finalement, moi, dans mon expérience personnelle ou dans ce que j'ai pu constater, au final, c'est plus la peur de l'indigène et de l'arabe que du musulman. Et c'est juste une voie par laquelle on va atténuer le terme racisme en utilisant le terme islamophobie comme un paravent face à un même phénomène finalement. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci pour toutes ces questions. Une remarque, une dernière. Mais c'est bien, ça veut dire que plus on pose des questions, plus on a envie d'en poser. Merci. C'était pas une remarque, c'était juste une observation. J'avais envie de vous proposer un terrain d'observation. Nos enfants sont dans un lycée public qui comporte une section internationale arabe. Donc, ce sont essentiellement des familles arabes qui fréquentent cette section, on va dire. Et donc, les mamans voilées en hijab
plus ou moins couvertes fréquentent l'établissement. Il y a beaucoup de friction et un problème de lisibilité actuellement de cette fameuse section arabe. Une section pour l'option internationale du baccalauréat? Oui, à Paris. Voilà. Je vous propose ça en tant que parent. Après, l'administration, je ne sais pas si elle accepterait. Mais voilà, c'était un témoignage. Merci beaucoup. Alors, je dois maintenant passer la parole à ceux qui voudront... Ouda pour le concept, allons-y. Alors, je peux vous renvoyer à certaines lectures pour le concept d'islamophobie, donc à la fois mon article dans Sociologie et l'ouvrage de mes deux collègues, où on a essayé en effet de montrer que l'islamophobie, comme tous les racismes, comme l'antisémitisme, comme la xénophobie, comme la romophobie, en effet, mérite d'être définie, mais en même temps englobe des dimensions assez larges, finalement, de phénomènes, de rejet, d'hostilité, de discrimination, d'agression, d'idéologie. Alors moi, j'avais identifié 7 dimensions. Alors, je ne sais pas si je vais pas les dire tout de suite, mais en tout cas, exactement. Donc voilà. Exactement. Donc l'idée, c'est en fait cet effort-là est fait, et c'était même l'effort premier en vérité qui était à la base d'utiliser le terme, et on a fini par décider de l'utiliser pour ceux qui l'utilisent parce que il s'est imposé dans l'espace public, il est devenu pertinent, même si étymologiquement il est peut-être pas extraordinaire, mais c'est vrai de tous les termes qu'on utilise concernant tout un tas de concepts finalement, mais une fois qu'on les a et qu'ils deviennent légitimes, on les définit et on peut s'en saisir voilà, dans les sciences sociales et dans le langage commun, et je pense que c'est très bien compris. Finalement, je crois qu'on comprend assez bien de quoi on parle, j'ai l'impression, moi. Alors certes, il y a des petites nuances, il y a des moments où sur un discours, on va avoir du mal à définir si vraiment ce discours-là précisément peut être considéré comme islamophobe, et là, il faut en effet le mettre dans son contexte, comprendre voilà, de quoi il s'agit. Je vais juste rebondir très très rapidement, puisque j'ai la parole, sur l'islamophobie de droite et de gauche. Et je pense que c'est probablement une des spécificités de l'islamophobie, justement, c'est qu'elle arrive à agréger de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est vraiment la victoire des extrêmes droites européennes, probablement nord-américaines maintenant, d'avoir réussi à imposer le nouvel ennemi de la droite vers tout l'échiquier politique. Mais c'est vrai qu'elle se décline pas du tout de la même manière, c'est-à-dire qu'au Front de gauche ou au NPA, on parlera pas d'invasion ou d'occupation des rues, enfin c'est pas du tout le même, mais c'est vrai qu'on pourrait parler d'un racisme ordinaire, respectable, et c'est plutôt une espèce de réticence sur le religieux. C'est vraiment comme ça, et je crois que pour moi ça s'inscrit vraiment dans l'héritage un peu de cette difficulté du Parti communiste déjà avec à intégrer les quartiers populaires et les enfants d'immigrés, et que finalement aujourd'hui, cette même difficulté de l'extrême gauche à comprendre le religieux et ces populations-là et leurs nouvelles, leurs référents. Enfin, vraiment, on a vraiment un manque de capacité à... Et du coup, je crois que ça a une influence très forte sur le milieu militant lui-même, qui, du coup, a du mal à être de droite ou de gauche, puisqu'il est tellement hostile à la gauche, qui elle-même lui a été très hostile. Donc, il y a vraiment une histoire d'hostilité très forte vis-à-vis notamment du Parti socialiste et de certains partis communistes d'un point de vue local, que, en fait, lui-même ne se définit pas forcément de gauche. Et là, on a aussi un problème par rapport à ça, alors qu'il le fut d'une certaine manière, ou il a pu l'être. Voilà, j'ai plein d'autres choses à dire. Mais... Merci beaucoup. Alors, je vais être très sélectif, car je suis trop bavard. Donc, j'ai dit une chose que je trouve très importante, et c'est le fait que moi, je pense que cette idée que la modernité réflexive et critique est européenne et occidentale, c'est le problème principal, le problème principal à aborder, à critiquer, à déconstruire, à démontrer et tout ça dans la sociologie et la théorie sociale d'aujourd'hui. Je pense vraiment que les sciences sociales, je dois dire, plus les sciences sociales en tant que sociologie et théorie sociale que les sciences politiques sont en train de faire quelque chose de hyper dangereux avec cette idée que c'est l'Europe, l'espace de la critique et donc l'espace du pluralisme, ou l'Europe ou l'Occident ou quelque chose comme ça. Je pense que pour moi, que je suis plutôt un empiriste radical, que je laisse
très peu de place à la philosophie, à la théorie sociale en tant que telle. Pour moi, la piste de réflexion pour lutter de façon intellectuelle contre l'idée d'une modernité réflexive et critique qui est seulement européenne et occidentale, c'est mettre à l'analyse empirique précise et fin le rapport entre ethnocentrisme et autre chose. Par exemple, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire avec Vincent Tiberi, Nonna Meyer et d'autres, c'est-à-dire de prendre au sérieux la relation entre ethnocentrisme et islamophobie, entre ethnocentrisme et romanphobie, et revenir sur cette catégorie qui, au fond, on a hérédité par Adorno, qu'on a opérationnalisé de façon, comment dire, très standard. C'est une des très peu choses qu'on a en sciences sociales qui tient, l'indicateur d'ethnocentrisme, qui est simple à faire, qui donne toujours des résultats qui permettent d'expliquer des relations, des corrélations, et que je pense doit trouver un nouveau investissement intellectuel pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'ethnocentrisme, sa phénoménologie, le rapport entre l'expérience vécue, l'idéologie et son expression sur des comportements. Je pense que ça, c'est très important et je pense que j'espère que d'autres personnes qui sont moins empiristes radicales que moi et plus attentifs à la théorie sociale pourraient reprendre le volet du rapport entre ethnocentrisme et autre chose aussi dans le débat d'idées face à des grands intellectuels européens qui s'inscrivent dans une tradition néo-ethnocentriste très sophistiquée. Ça, c'était la chose la plus importante que je voulais dire. L'autre chose que je voulais dire, c'était autour de la question émotion ou la question de la perception et plusieurs questions. Oui, moi je pense que un des problèmes qu'on a dans la recherche empirique, c'est un problème théorique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore très bien, même s'il y a des tonnes d'élaboration de la psychologie cognitive et de la sociologie cognitive, mais en fait, le processus de passage de la perception à la cognition, je pense que ça reste encore un peu faible en termes d'élaboration et que si c'est vrai que sur certaines choses, les expériments, même pour étudier l'islamophobie, peuvent être très importants, je pense qu'une véritable sociologie, c'est-à-dire le rapport entre des phénomènes macro et des interactions micro, pourrait amener des éclairements très importants, très urgents, excusez-moi si je suis passionné, pour comprendre ce passage entre la perception et la cognition. Car pour l'instant, c'est fait seulement à niveau micro-cognitif ou psychologie sociale. Très bon résultat, mais qui ne permet pas de saisir la dynamique, sociétale du rapport entre perception et cognition. Donc pour moi, ça sont deux champs de recherche empiriques sur lesquels développer après beaucoup des résultats de recherche, un peu de théorie, car je pense que sur la question de l'ethnocentrisme et sur la question du rapport perception-cognition, la théorie est allée un peu trop vite, avec trop d'ambition par rapport aux bases empiriques dont on dispose. Oui. Si vous pouvez faire, merci Tommaso, des réponses peut-être un peu courtes, parce qu'il ne reste plus que normalement 10 minutes. Je vais rapidement répondre pour laisser ensuite là à mes collègues. Effectivement, alors sur les émotions, vous imaginez que vu qu'on étudie un livre qui s'appelle La rage et l'orgueil, c'est difficile d'éviter de dire que les émotions doivent être d'une façon importante. Et puis surtout, le registre de l'émotion est quelque chose qu'on retrouve énormément en fait dans les forums, les témoignages qu'on analyse. Du coup, voilà, on est actuellement dans le recueil des données empiriques et aussi dans leur analyse. Et en fait, on teste des instruments, c'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre. Donc, il y a effectivement la sociologie de la critique qui s'intéresse à l'articulation, au passage entre justification, état d'agapé, violence, incitation à la violence. Donc, on essaye de transformer ça en un dispositif pour pouvoir vraiment, un dispositif d'analyse pour voir comment ça marche sur notre cas. Ça a été évidemment, il y a d'autres, c'est une instrumentation conceptuelle qui a été utilisée et déjà mise à l'épreuve plusieurs fois sur d'autres cas. On essaie de voir ce qu'on peut en faire, ce que ça permet d'expliquer.
On essaye évidemment aussi de se confronter à d'autres boîtes à outils théoriques. Par exemple, Randall Collins, qui fait aussi beaucoup de la sociologie des intellectuels et de la sociologie des émotions, a une façon à lui d'articuler les deux, de montrer comment ça peut être lié, de s'intéresser. Voilà. Donc, voilà. Ouais, donc on essaye donc voilà effectivement d'utiliser ce que les sciences sociales, les bonnes sciences sociales ont mis à notre disposition pour voir comment on peut expliquer ce qu'on observe. Donc ça c'est bon. Alors c'est peut-être pas très satisfaisant comme réponse, mais voilà, c'en est une. On espère d'avoir plus de résultats en plus de ceux qui sont déjà là. Et par rapport aux deux questions donc de Luc Boltanski, rapidement, elles sont liées en fait parce que alors effectivement non, elles sont pas liées, mais je vais y répondre en même temps. Une des raisons du succès de Fallace est clairement le fait que dès le début, en fait, elle a réussi à n'apparaître ni de gauche ni de droite. C'est quelque chose qui lui a permis, en fait, de s'enfiler sans que personne puisse lui opposer de la résistance au début. En partie parce que certains pensaient que c'était son camp qui parlait, puis tout d'un coup ils se rendaient compte que c'était pas son camp, c'était déjà trop tard. Et puis aussi parce que du coup, en fait, la droite, en fait, a commencé à l'appuyer en partie en la voyant un peu malgré tout comme une transfuge depuis la gauche. La gauche s'est dit qu'il fallait pas l'attaquer parce qu'elle avait été de gauche et que c'était délicat, parce qu'ils étaient à l'opposition et qu'il fallait pas s'attaquer à la figure la plus populaire du pays, en gros. Et elle a très bien su jouer des deux, c'est-à-dire que dans la façon dont elle critique, notamment dans ses deux derniers ouvrages, deux derniers pamphlets, les politiques, elle met en fait un coup de trick symbolique à la droite et un coup à la gauche pour se positionner aussi comme impartial, etc., et du coup apparaître comme non partisane, ça a été très important. Sur la question du rôle des sciences sociales, alors évidemment, il y a une chose que certainement vous avez pu saisir maintenant au bout de presque 3 heures de débat, c'est que, en un sens, en Italie, il y avait moins de choses antérieures sur lesquelles s'appuyer, mais vu qu'en fait, la question de l'islamophobie en tant que telle était beaucoup moins polémique et politisée, en un sens, pour nous, ça a été facile. C'est plus facile que pour Marwan et pour Abdelali. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu tout le temps à se justifier du fait qu'on travaillait sur l'islamophobie. C'est-à-dire qu'en fait, on nous disait que c'était un sujet étrange qui ne rentrait pas dans des champs disciplinaires, etc. Mais en gros, et du coup, on avait en fait à montrer que les résultats qu'on présentait, que la recherche était intéressante scientifiquement, mais à aucun moment on nous a embêtés sur le terme. Et d'ailleurs, je le disais à Thomas, j'ai dû en fait réfléchir 5 minutes pour me rappeler le moment auquel on l'a adopté. En fait, on l'a adopté en gros en 2003-2004, et ça a été un passage simplement parce qu'on l'a trouvé plus élégant. On a pensé à ce qu'il voulait dire, mais en fait, on l'a utilisé comme un terme de racisme anti-musulman qui cadrait plutôt la question religieuse, et ça, c'était parfait pour notre objet. Donc voilà. Donc dans le cas italien, alors je réponds pas vraiment à ta question, Luc, j'en suis bien conscient, mais ça pour dire que dans le cas italien, c'était pas vraiment un problème. Mais je pense que Abdelali et alors on et va Marwan, laisser la parole pour terminer aux deux coordinateurs du numéro. Bon, je vais être vraiment très court sur la question du clivage droite-gauche et sur la circulation. Souvent, lorsqu'on discute, lorsqu'on fait des débats autour de l'islamophobie, il y a l'idée qu'il y aurait un processus de l'eupénisation des esprits. Donc que ça viendrait de l'extrême gauche, de l'extrême droite, et que ça se diffuse dans le reste du champ politique. Or, les observations qu'on fait, et notamment à travers le travail dans la commission Marcelon sur la nationalité, c'est que ça vient pas de la droite, ça vient pas de l'extrême droite. C'est le discours qui considère que l'islam pose problème en soi, c'est un discours de gauche. L'exemple qu'on peut donner, ça rejoint la deuxième question sur le rôle de sciences sociales dans la construction d'un arsenal islamophobe. C'est l'audition qui a été faite par la commission Marcelon en 87 de Bruno Etienne. Bruno Etienne, célèbre islamologue d'Aix-en-Provence, qui, en gros, disait l'islam pose problème en soi, en tant que c'est quelque chose, c'est un statut personnel, c'est un code qui est opposé au code civil, mais l'intégration est en marche, donc puisque les enfants d'immigrés s'intègrent, et donc il va y avoir une extinction de la pratique religieuse musulmane qui va faire que ce problème potentiel ne va pas être un potentiel dans l'avenir. Et c'est cette croyance dans le processus d'assimilation-intégration qui est remise en cause en 89. Ce sont les enfants d'immigrés, et encore pire, entre guillemets, des filles.
Les filles qui sont considérées être l'avant-garde de l'intégration, etc., etc. Donc, on a de fait cette expertise scientifique qui s'est imposée à ce moment-là, mais qui a damé le pion une autre type d'expertise qui était celle de Mohamed Harkoun. Donc, Mohamed Harkoun a aussi été auditionné par Marcelan en 87, et il dit l'opposition islam-laïcité, c'est une légende. Et tout son travail, ça a été de démontrer ça. De montrer que il existe plein de situations passées et présentes, des États majoritairement musulmans avec des formes de régulation de pouvoir séculières. Voilà. Donc il y a donc du coup des conflits internes au champ académique qui se sont répercutés dans ce type de lieux neutres comme la commission Marcelan, mais aussi le HCI, et qui a eu tendance à mettre de côté toutes les sciences sociales qui apportaient un autre discours, un discours critique sur cette question-là. Et ça nous amène donc du coup à la figure un peu centrale de Gilles Kepel, donc pour renvoyer aussi à la remarque de notre collègue belge. Bon, c'est très difficile, c'est un collègue en sciences politiques, mais je suis pas spécialiste du monde arabe, de l'islam, etc. Mais à ma connaissance, dans le champ académique, c'est quelqu'un qui est assez disqualifié. Dans la mesure où, si on mesure le nombre la valeur entre guillemets d'un collègue à travers des publications, à travers des séminaires universitaires, etc. Dans la trajectoire de Gilles Kepel, les articles à revue au comité, ça s'est arrêté à la fin des années 90. Après, il est passé à l'essai. Donc aujourd'hui, c'est passion arabe, passion française, etc. Mais il a une position à Sciences Po qui fait qu'il a réussi à agglomérer et il s'oppose à d'autres enseignants de Sciences Po qui sont pas du tout dans la même perspective. Et il y a un célèbre article de Gilbert Achcar de SOAS qui critique la perspective de Kepel du monde arabe et musulman. Donc c'est clair que c'est au sein du champ académique ceux qui sont les moins légitimes dans leur objet de recherche qui sont le plus dans des logiques d'expertise. Donc là, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'autonomie des champs, etc. Et ensuite, sur la question de la circulation droite-gauche, je disais que 89, c'était la fin de la croyance à l'assimilation. Et là, pour le coup, la croyance à l'assimilation et à l'intégration, elle est fondée sur un principe qui est commun à tous les partis politiques. C'est la croyance en l'homogénéité nationale. Et c'est parce que cette croyance en l'homogénéité nationale est partagée par l'ensemble du spectre politique que la construction du problème musulman est possible. Donc certes, il y a des modalités différentes. Les gens d'extrême gauche vont pas avoir la même perspective, vont pas définir le même type de frontières que l'extrême droite, mais globalement, le cadre national en lui-même. Donc c'est aussi ça le point d'appui de l'islamophobie. Le point d'appui, c'est l'existence même de la frontière nationale étrangère. Voilà. Le mot de la fin, Marouane. Le mot de la fin, alors, juste un mot rapide, la question qui a été posée sur est-ce que la criminologie, est-ce qu'on a autant de facilité ou non à exposer sur les questions liées à la sociologie du crime. Alors comme j'en viens, et qu'en 2012 j'ai publié sur les sorties de délinquance, et en 2013 j'ai publié un livre sur l'islamophobie, en moins d'un an, je peux comparer les sollicitations et les modalités de sollicitation, et il n'y a pas photo. C'est-à-dire que l'expertise des sciences sociales sur les questions liées à l'insécurité, à la délinquance, etc., est relativement bien acceptée au sein de la magistrature, un peu moins au sein de la police nationale, mais tout de même au sein du travail social chez les élus, etc. Sur les questions d'islamophobie, il y a beaucoup moins de sollicitations, c'est un peu plus réticent, et souvent même quand on me présente... on me dit, bon, je ne vous parle pas de ce livre-là parce que ça n'a pas rien à voir avec le sujet, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Il n'y a pas du tout la même réception, mais une anecdote, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas à avoir du courage pour se lancer sur l'islamophobie. Il faut juste avoir une position stabilisée. Voilà. On a monté le séminaire, ça c'était la seule contrainte, quand on avait été titularisé. Donc il y avait quand même un petit questionnement qu'il y avait derrière. Deux éléments, il y a des collègues qui nous ont dit, ah franchement, vous êtes courageux. Mais ça n'a pas été difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas difficile. On a fait la demande à l'EHESS, ça a été accepté. On a trouvé un éditeur pour le projet, ça a été accepté. On est invité dans les universités, on fait nos enquêtes. Il n'y a aucune difficulté
à étudier l'islamophobie. Il faut juste réfléchir au moment auquel on commence. Et puis il y a même une revue qui s'appelle Sociologie qui a publié Je veux dire, c'est venu très vite entre le livre et le numéro de revue. Je veux dire, ça va très très vite. Serge et l'équipe de Sociologie ont été très à l'écoute. Donc il n'y a pas de difficulté. On imagine les difficultés. Dernier point sur ce qui avait été relevé. L'islamophobie n'a pas fait exploser que la NPA. C'est le MRAP qui a explosé, c'est une partie du mouvement féministe qui a explosé, c'est une partie des familles, des amitiés qui ont implosé. Si on devait faire un lien entre l'islam et le terrorisme, c'est bien celui-là en fait. Bon, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le numéro qui est là à votre disposition. Bonne continuation, bonne lecture de ce numéro et de la revue Sociologie en général.